Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 82 radios et 3 télévisions à travers le pays. Bienvenue à cette émission au cours de laquelle nous allons parler de cette question: comment lutter contre la corruption dans l'utilisation des fonds de Covid-19. Et nos invités sont professeur Akori Agiknan, directeur de l'Institut national de santé publique et coordonnateur de la riposte contre la Covid-19. Yero Diallo, spécialiste en passation des marchés à Locley. Diara Zeinaboundiaï, chef de la composante 3 de Mali SNGP, en définition programme d'appui à la gouvernance locale, et Ousmane Gori qui représente la direction générale des marchés publics. Je suis Mohamedou Touré. Ce grand dialogue est un partenariat entre Studio Tamani, le projet Mali Justice et le programme d'appui à la gouvernance locale. Le grand dialogue. Nous parlons de coronavirus, de Covid-19. Professeur Akori Agiknan, vous êtes le coordonnateur de la riposte contre la Covid-19. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec le coronavirus au Mali? Merci. Je voudrais qu'aujourd'hui, après la 13e semaine dans laquelle le Mali s'est engagé résolument dans la riposte contre la Covid-19, 13e semaine à partir de laquelle nous avons enregistré notre premier cas le 25 mars 2020. Et par contre, au niveau mondial, nous sommes à la 25e semaine. Ce qui veut dire que le Mali est rentré dans la danse bien après. Pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes l'un des rares pays à avoir résisté jusqu'au 25 mars 2020. Ce qui suggère une riposte en termes de surveillance épidémiologique assez efficace, en particulier en mettant l'accent sur les zones qui pouvaient déjà nous permettre d'introduire les germes dans notre pays, c'est-à-dire les zones aéroportières. Aujourd'hui, nous venons juste d'entamer les 2000 cas au niveau de notre pays. Nous sommes à 2005 cas aujourd'hui. Et donc, c'était important, effectivement, aujourd'hui de faire le point pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que nous sommes en train d'évoluer vers la défervescence de l'épidémie ou bien est-ce que nous sommes encore dans l'épidémie sans pouvoir atteindre le pic. En termes de décès, nous sommes à 112 décès, parmi lesquels il faut dire que 60 sont enregistrés dans nos structures de santé et le reste c'est au niveau communautaire. Le plus souvent, c'est des décès constatés post-mortem. Et là, en termes de létalité, c'est des choses qui intéressent un tout petit peu les gens. Cette létalité au sein des formations sanitaires de 3,5%, alors qu'elle est de 5% globalement. Mais il faut dire, cela est dû à quoi? Cela est dû à la transparence dans laquelle le Mali s'est inscrit dès le départ. Il faut voir que la plupart des pays de la sous-région ne comptabilisent pas les décès survenus au niveau communautaire en dehors de nos formations sanitaires. Nous pensons, quelle que soit la comorbidité à laquelle se trouve associée la Covid-19, nous pensons que la mortalité peut être liée à la Covid-19. Donc c'est pourquoi nous comptabilisons tout ça, c'est ce qui fait que nous avons un taux de létalité un peu plus élevé que ce qu'on rencontre dans la sous-région. Deuxième élément, je pense que nous avons beaucoup de cas que nous dépistons, parce que nous avons eu la chance, je dis dès les premières heures, de démarrer la riposte depuis le 2 janvier 2020, mais aussi nous avons eu la chance d'avoir au moins 4 laboratoires spécialisés pour faire le diagnostic, ce qui n'est pas le cas dans la sous-région. En dehors de quelques pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous avez près de 2 laboratoires qui sont en capacité de faire le diagnostic. Nous en avons 4. Et nous avons eu accès aux tests dès le départ, donc ce qui nous a permis effectivement de faire un screening des cas et de pouvoir tester. Aujourd'hui, nous testons non seulement les cas suspects, mais nous testons aussi les cas contacts. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons près de 101 000 cas de prélèvement, donc des gens testés, et sur le nombre de cas que je viens d'évoquer, 2005. Donc ça veut dire que nous sommes dans une démarche très anticipative, très proactive, qui nous a permis effectivement d'atteindre le stade auquel nous sommes aujourd'hui. Parvenus. Après 13 semaines, est-ce qu'on constate une progression ou une régression de l'épidémie dans le pays? Bon, je voulais dire que l'épicentre de l'épidémie, c'était Bamako. Et ça s'est déplacé progressivement vers la région de Caille. Et la Caille, nous voyons vraiment une défervescence assez nette. Et ensuite, ça s'est transporté dans la région de Tombouctou.
Et aujourd'hui, nous pouvons dire, pour ce qui est du district de Bamako, nous avons depuis pratiquement 3 semaines la pente vraiment qui est descendante, mais cela ne nous conduit pas à un triomphalisme, parce que c'est une maladie nouvelle dont nous ne maîtrisons pas, même au plan international, tous les contours, et donc nous devons, et ça nous incite à la prudence. C'est pour cette raison que nous avons décidé, au cours de la semaine qui va démarrer, de faire aussi un screening au niveau de l'ensemble, en tout cas, du district de Bamako, pour nous rendre compte, est-ce que cette effervescence de la courbe au niveau de Bamako, est-ce qu'elle est réelle ou elle n'est pas réelle? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous constatons également que nous avons des cas importés au fur et à mesure par rapport à nos compatriotes qui rentrent dans le pays. La plupart, nous avons des cas positifs. Donc, ce qui va permettre de réensemencer le germe et de favoriser la contamination. D'où l'intérêt, effectivement, de faire un véritable ratissage dans le district de Bamako pour assécher carrément la transmission. Comment lutter contre la corruption dans l'utilisation des fonds de Covid-19? C'est le thème de ce grand dialogue. Alors, Monsieur Yero Diallo, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une corruption par rapport à l'utilisation des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 au Mali? Je vous remercie. Et je remercie aussi Studio Tamani pour avoir donné l'occasion, n'est-ce pas, à le programme gouvernance de débattre de un thème aussi important qui permettra certainement d'informer et de sensibiliser le public par rapport à un thème aussi important qu'est la corruption dans une situation de catastrophe. Alors, comme vous avez remarqué, chaque catastrophe a connu sa corruption. Vous vous rappelez des années de sécheresse de 1974, les 2 guerres que le Mali a connues, et le problème sécuritaire au nord. Chaque fois qu'il y a eu des événements du genre, vraiment, il y a eu un système de corruption assez remarqué. Donc, dans le cadre de la Covid-19, alors, ce n'est pas nouveau. Et depuis quelques jours, au Mali, d'abord, on entend parler, n'est-ce pas, de quelques cas de corruption, tantôt dans la distribution des vivres, tantôt dans l'achat du matériel, etc., etc. Même si les informations sont à confirmer. Et autour de nous, dans certains pays, il y a déjà des comités de la Covid, qui sont déjà tombés pour des affaires de corruption. Et ils sont nombreux. Donc moi, je pense que le Mali ne fait pas exception à la règle. Et c'est l'occasion, lors de ce débat, d'attirer l'attention de tout le monde sur l'impérieuse nécessité de renforcer une vigilance assez remarquée sur, n'est-ce pas, les possibilités de corruption qui existent généralement dans cette situation d'urgence. Donc, les autorités maliennes sont-elles au courant de ces situations que vous venez d'évoquer, selon vous? Oui, certainement oui. C'est pour cela que nos mesures sont en cours. Si vous avez remarqué ces derniers temps, au niveau du gouvernement, il y a eu certains textes qui ont été élaborés, notamment dans le cadre des achats publics. Il y a eu le décret 2020-276, qui est le décret relatif à la procédure de passation de marché, alors dans le cadre de marché d'entente directe. Alors ça, c'est des mesures quand même assez efficaces pour non seulement préserver le caractère flexible, n'est-ce pas, des interventions, comme les interventions du genre que les catastrophes nécessitent, mais aussi ça permet, n'est-ce pas, d'assurer un contrôle a posteriori assez efficace. Parce que dans ce genre de situation, c'est généralement le contrôle a priori, alors qui retarde un peu la flexibilité de certaines dépenses. Alors qu'en la matière, tout est urgent. Le professeur est là, l'achat du matériel, les médicaments, la mise en place des infrastructures, des équipements, tout est urgent et tous les achats se font dans le cadre de l'urgence. Et naturellement, à chaque fois qu'il y a urgence, il y a dérapage. Et il y a un besoin d'encadrer. Et je crois que c'est en fonction de ça, alors le gouvernement a eu à prendre le décret 2020-276, alors qu'il réglemente les achats dans le cadre, n'est-ce pas, de la Covid-19. Alors, Assoumane Goury, vous représentez le ministère de l'économie à travers la Direction générale des marchés publics. Est-ce que vous confirmez ces cas de corruption qui sont soulignés par M. Yero Diallo? Okay. Permettez-moi d'abord, avant de commencer, de saluer nos fidèles auditeurs, aussi, et téléspectateurs aussi. Et aussi, permettez-moi de prier pour le repos des âmes de ceux qui ont été victimes
de cette pandémie et de souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont malades et de formuler le vœu que ceux qui ne l'ont pas encore l'atteint puissent rester sains. Okay. Au-delà de ça, pour répondre à votre question, je ne saurais confirmer de cas de corruption dans la gestion des fonds du Covid-19 à l'heure où nous sommes, à la mesure où officiellement il n'y a pas eu de cas avérés dans ce sens, bien que on peut constater sur les réseaux sociaux des cas présumés de corruption, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas confirmer. Des cas présumés, mais est-ce que vous êtes en train de vérifier, puisque vous semblez être au courant? Non, je crois qu'il y a des structures habilitées pour mener les enquêtes nécessaires dans ce cadre-là. Nous, ça n'entre pas dans le cadre de nos attributions. Et quelles sont vos attributions dans le cadre de la lutte contre la corruption concernant les fonds dédiés à la Covid-19? Okay. Nos attributions, c'est surtout de veiller au respect de la réglementation en matière de commande publique, d'une manière générale. Donc au départ, le Covid ne faisait pas exception à cela. Tous les marchés relatifs aux acquisitions qui sont occasionnés par le besoin d'information, de sensibilisation, mais aussi de traitement par rapport au Covid-19, ça occasionne des besoins, notamment les gels hydroalcooliques, c'est des choses qu'on achète, les respirateurs, ainsi de suite. Donc, ça donne occasion des commandes publiques et ceci étant, nous sommes chargés de faire un contrôle a priori par rapport à ces acquisitions. Mais comme Monsieur Yoro Diallo vient de le dire, récemment, il y a eu un décret pris dans le cadre de la gestion de la pandémie en vue de rendre plus flexible la procédure concernant ces acquisitions. Donc, ce décret, en allégeant, quand même réduit l'intervention de la DGMP dans le circuit de passation. D'accord. Madame Diarra Zeynabou Ndiaye, aujourd'hui, quel est le rôle du programme d'appui à la gouvernance locale SNGP par rapport à cette lutte contre la corruption dans la gestion des fonds dédiés à la COVID-19? Merci beaucoup pour la question. Merci à Studio Tamani pour le partenariat que vous avez avec les programmes de l'USAID. Cet après-midi, le programme de gouvernance locale en collaboration avec le programme Mali Justice et vous-même, on a initié ce débat justement pour informer l'opinion nationale sur d'abord tout ce que l'État fait en matière de lutte contre la corruption. Comme vous le voyez, nous remercions le professeur d'être avec nous pour nous expliquer tout ce qui peut être les aspects vraiment sanitaires, mais également la partie gestion des fonds, puisque nous savons que les gens se posent beaucoup de questions. Nous voyons certes des informations des plus hautes autorités sur les fonds reçus, mais maintenant, qu'est-ce qui est fait avec ces fonds? Il y a beaucoup de questionnements. Le programme de gouvernance locale est un programme basé sur la décentralisation financière. Nous avons 3 grandes composantes. Premièrement, l'amélioration de la gestion des finances publiques. Deuxièmement, l'amélioration de la communication et de la coordination entre les différents services de l'État et donner l'information entre l'État et les organisations de la société civile, promouvoir le contrôle citoyen. Troisièmement, le renforcement des structures de contrôle, le renforcement de leur capacité à mener des audits de performance, à mener de bonnes missions d'audit pour donner des recommandations qui puissent améliorer la gestion et favoriser la lutte contre la corruption. Donc, c'est dans ces objectifs-là qu'on a initié ce débat. Il y a un aspect genre qui est également pris en compte par le programme. Donc, nous faisons des formations, des débats comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous finançons des missions d'audit dans le domaine de la santé, éducation, eau, assainissement, le genre, etc., etc. Donc, notre rôle, c'est d'offrir des opportunités et à l'État et aux services techniques concernés
afin que les citoyens aient la bonne information, l'information officielle et l'information crédible pour pouvoir travailler et pour que toutes les personnes, les parties prenantes qui doivent prendre une décision à quelque niveau que ce soit, puissent le faire de façon sérieuse. Parce qu'il y a M. Gouraud qui l'a évoqué, effectivement, sur les réseaux sociaux, on peut voir beaucoup de choses. Donc, il y a des fake news là-dedans et il ne faut pas que nous restions en marge. Donc, donner l'information pour un bon contrôle citoyen et donner l'information pour que les services concernés puissent améliorer leur fonctionnement, c'est le rôle qu'est assigné au programme de gouvernance locale de l'USAID. Justement, pour que nos auditeurs, le citoyen lambda qui se trouve au fin fond du Mali, puissent avoir une bonne information. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les fonds qui sont dédiés à la lutte contre la COVID-19 sont bien gérés au Mali? Justement, nous n'avons pas d'informations là-dessus. C'est ça le problème. En tant que citoyenne aujourd'hui, je peux aller sur le site internet de la primature où on me dit qu'il y a un compte spécial à la BMS et ce qui est rentré comme recette sur ce compte, j'ai les infos. D'accord? Mais qu'est-ce qui est sorti pour aller où? Pour contribuer à quoi? Cela, on ne nous l'explique pas. Et justement, la raison pour laquelle nous avons demandé aux spécialistes de passation de marché de venir, c'est qu'on sait que certes, l'État a mis en place une organisation, on a assigné des rôles aux différents services techniques. Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, il y a des mesures qui ont été édictées. Mais comme nous le savons tous dans ce pays, entre prendre des textes et l'application effective de ces textes, avec tout ce qu'on a comme situation de crise sanitaire, sécuritaire, sociopolitique qui s'y est ajoutée, qu'est-ce qu'on fait avec les fonds du coronavirus? On pose la question au professeur Akori Ignan. Que deviennent les fonds dédiés à la lutte contre la COVID-19? Peut-être que je ne suis pas la personne la plus autorisée pour répondre à cette question, parce que je ne suis pas chargé de cette gestion. Mais en tant que coordinateur national, je peux vous dire que dès le départ, j'ai dit que nous avons commencé notre système de surveillance depuis le 2 janvier 2020. Et j'avoue que depuis le 2 janvier 2020, ce n'est qu'en avril, effectivement, que nous avons reçu le premier fonds pour ce qui est l'Institut national de santé publique. Et c'est les fonds qui, à la faveur... C'était combien? Je viens, je suis transparent, je ne vous en faites pas, je vous dirai tout. C'était à la faveur de la réunion du Conseil supérieur de la défense que le président de la République ait effectivement octroyé un montant de 6 300 millions à la lutte contre la COVID-19. Et ce montant provient effectivement des fonds du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Et sur ce fonds, effectivement, on a octroyé à chacun des hôpitaux qui étaient en charge de la prise en charge des cas, notamment l'hôpital du Point G, l'hôpital dermatologique, l'hôpital du Mali, l'hôpital, Gabriel Touré, et après l'hôpital de Kati, ils ont octroyé 100 millions à chacune de ces structures. Et à l'Institut national de santé publique, un montant de 300 millions. Je voulais vous dire, dès le départ, il y a une séparation nette. Il faut dire que tout ce qui est équipement, c'est la direction de la pharmacie et du médicament qui gère. Tous les équipements qui arrivent dans le domaine de la lutte contre la Covid, que ce soit les équipements de protection individuelle, les gels, etc., c'est géré au niveau de la DPM. Deuxième élément qui est extrêmement important, notre plan qui a été élaboré, le plan de riposte, qui se chiffre, ça a été évolutif, mais la dernière monture, c'est 53 milliards. Et sur les 53 milliards, il faut dire pratiquement c'est 26, c'est à 65% que c'est financé. Et là, si je dis financé, c'est tout ce qui est investissement. En termes d'équipement, ce sont les partenaires eux-mêmes qui doivent acheter les équipements. Et ça, je pense que le ministre de la Santé et des Affaires sociales s'est inscrit dès le départ dans cette stratégie d'éviter, de mettre en œuvre la transparence au maximum et d'éviter effectivement que la gestion se fasse directement par les structures nationales. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans cette pandémie qui est nouvelle, où tous les pays cherchent les différents équipements,
il était préférable de permettre aux partenaires eux-mêmes, les ressources qu'ils ont annoncées, qu'eux-mêmes, ils fassent des achats. Et je dis, aujourd'hui, on a combien de mois? On est à la 13e semaine, mais jusqu'à présent, la plupart de ces équipements n'ont pas été encore livrés. Je parle des respirateurs, etc. Maintenant, nous avons reçu... Connaissez-vous les raisons? Mais je pense que c'est la demande au niveau mondial. Nous sommes un pays peut-être qui ne pèse pas assez lourd devant le Nigeria. Peut-être qu'il y a une surface financière assez importante, etc. C'est pourquoi d'ailleurs, dès le départ, et ça c'est extrêmement important, le ministre de la Santé a eu ce stratagème de pouvoir dire aux partenaires eux-mêmes payer les équipements et il faut nous les apporter. Donc ça, on ne peut savoir que lorsque effectivement on aura reçu ces équipements, voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'est pas arrivé. Deuxième élément. Même par rapport aux véhicules, par exemple, le ministère de la Santé n'a pas accepté qu'il y ait des achats de mobilier, pourtant on en a besoin. Et il a procédé à la réquisition. C'est des réquisitions de véhicules qui ont été faits dans les différents services qui nous ont permis effectivement de faire ce travail. Pour ce qui nous concerne, moi je pense que nous avons déjà reçu des inspections uniquement pour les équipements, avant même que la somme de 300 millions ne soit versée au sein de l'INSP. Et pourtant, nous avons commencé le travail depuis le 2 janvier 2020. Ce n'est qu'en avril que les 300 millions qui relèvent du montant que la présidence a mis à la disposition de la lutte contre la Covid-19, la primature a versé, je dis, cette somme de 300 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau de consommation de près de 95%. 90% pratiquement de cette somme, et donc nous allons pouvoir renouveler. Tout ce qui est achat, équipement, nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes dans les softs. Payer le personnel, les équipes d'intervention rapide qui vont sur le terrain. Et je dis depuis janvier, ce n'est qu'en avril qu'ils ont commencé à avoir leur paiement. Il n'y a que l'équipe qui était à l'aéroport qui avait eu un financement d'un autre fonds, le REDIC, et qui a permis de prendre ces équipes-là pendant un certain temps. Donc je veux dire de ce point de vue, s'il y a corruption, je pense que les corrupteurs doivent effectivement répondre de leurs actes. Mais de notre point de vue, il y a eu déjà une séparation. C'est dans l'optique d'éviter effectivement une concentration de pouvoir au sein d'une seule structure ou d'un seul individu. Et je pense que la corruption, c'est surtout dans les achats des équipements. Sinon, quand vous faites un contrat avec un prestataire pour faire la sensibilisation, il n'y a rien en retour. C'est clair. Quand vous faites, comment on appelle, un contrat par rapport, je ne sais pas, à la sensibilisation. Et là, je pense que les éléments sont clairs. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes dans la transparence la plus absolue et n'importe qui peut venir voir comment ça se passe. Yero Diallo, pensez-vous que les fonds sont bien gérés aujourd'hui? Bon, comme le coordinateur l'a dit, je ne suis pas ni de près ni de loin associé à ces fonds. Alors, qui est associé à la gestion de ces fonds? Je n'en sais rien. Wow. Moi, je n'en sais rien. On est tous au même niveau d'information. On attend parfois que telle somme a été versée tantôt au compte du Mali par des partenaires, tantôt par des particuliers. Maintenant, comment ces fonds sont gérés? Personnellement, je n'ai eu accès à aucune information par rapport à cela, comme Mme Diallo l'a dit. Mais je sais que, en tout cas, il est nécessaire de mettre un garde-fou sérieux. Comme je l'ai rappelé tantôt, chaque fois qu'il y a eu des catastrophes du genre, on en a vu avec le sida, Ebola, et plusieurs catastrophes du genre, il y a eu les milliardaires de ces événements-là. Le sida, on avait même dit que le sida nourrit plus que ça ne tue, parce que ceux qui sont chargés de l'administration, de la gestion des fonds sida ou Ebola, pas forcément au Mali mais ailleurs, on a été au courant de pas mal de scandales, de corruption autour de la gestion, n'est-ce pas, de ces pandémies. Alors moi, je pense que déjà, on constate qu'il y a très peu d'informations par rapport à l'utilisation des fonds. Et je pense qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, qu'il y ait vraiment une transparence totale autour de la gestion de ces fonds-là et que le peuple et les citoyens soient mieux éclairés sur la gestion de ces fonds. Parce que ce que le coordinateur vient de dire, et pratiquement en tout et pour tout, pour sa structure, jusque-là, il n'y a eu à peu près que 300 millions, si j'ai bien compris.
si j'ai bien compris, c'est 300 millions qui ont été utilisés à ce niveau-là. Alors qu'il semble être la structure semi-ouvrière de cette lutte-là. Donc les véhicules aussi, les véhicules apparemment n'ont pas été achetés, sont réquisitionnés, etc., etc. Je pense qu'à la faveur du décret qui vient d'être pris, alors c'est vrai que le décret allège le contrôle a priori, alors met l'accent sur le contrôle a posteriori, encore une fois, au point de vue audit, qui doit être mené sérieusement par l'autorité de régulation des marchés publics. Mais avant moi, j'aurais pensé que, comme le pouvoir, il y a eu trop de pouvoir donné à la commission des négociations, donc qui est responsable vraiment de pas mal de choses dans la procédure de passation. On peut dire que la commission des négociations est indépendante. Je parle sous le contrôle du monsieur de la DGNP. Alors que chaque fois que vous donnez une liberté aussi large par rapport aux achats publics, il faut que proportionnellement, alors un contrôle soit accentué. C'est vrai que on dit que le contrôle tue, alors en fait la flexibilité, mais parfois il faut vraiment un bon mécanisme. Parce que moi j'aurais aimé que chaque membre de cette commission, alors de négociation à l'entrée et à la sortie, n'est-ce pas, au début et à la fin de la maladie, qui déclare leurs biens à l'entrée, c'est-à-dire au début de l'utilisation, comme le décret a été pris le 11 juin tout près. Donc c'est en application. Donc au début de l'application du décret, au niveau de chaque autorité contractante, donc tous les membres de la commission de négociation déclarent leurs biens. Et à la fin aussi de la période de la Covid, qui sera une déclaration certainement du ministre des Finances, et à partir de ce moment, qu'on fasse aussi, n'est-ce pas, et qu'on évalue à partir de leurs biens à l'entrée et à la sortie, qu'on fasse une évaluation des membres des biens des membres de la commission. Pour voir s'ils ont bien géré ou pas. Oui, et puis pour voir s'il n'y a pas quelque part d'enrichissement illicite. D'accord. Voilà. Monsieur Ousmane Gori, est-ce que vous savez comment ces fonds sont gérés? Non, honnêtement, je n'ai aucune information sur la gestion. Alors, peut-on dire que les autorités n'ont pas voulu d'une gestion transparente? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ces fonds sont gérés. Bon, je ne veux pas le dire ainsi, mais peut-être qu'il y a des efforts à faire dans ce sens. Des efforts. Mais pourquoi les gens ne savent pas comment ces fonds sont gérés, selon vous? Oui, bon, peut-être qu'il n'y a pas une communication pointue là-dessus, tout simplement. Et il va falloir corriger cela. Pensez-vous que c'est un problème de communication, Madame Diarra? Il peut y avoir ça, entre autres, parce que le compte de la BMS, par exemple, comme c'est un compte spécial, a priori, on sait que dans les textes du Mali, les comptes spéciaux sont gérés par la Pairie générale du Trésor. Mais le Trésor n'est que le comptable de l'État. Donc, avant que le comptable n'intervienne dans la chaîne de dépenses, l'histoire montre que les risques de corruption, c'est beaucoup plus au niveau des ordonnateurs. Et malheureusement, l'ordonnancement, vous voyez, le professeur vient de le dire. Officiellement, quand on prend l'État du Mali, coordinateur national de la gestion de la Covid, c'est lui. Mais coordinateur national, on ne lui donne pas les prérogatives, la structuration, l'organisation, les moyens nécessaires de pouvoir avoir un regard sur l'ensemble de ce qui est fait. Ce n'est pas grave en soi que la gestion logistique, quand les achats arrivent, que cela soit confié à la direction de la direction des médicaments, professeur. Pharmacie et médicaments. Mais ça, c'est normalement quand c'est livré. Mais le démarrage de tout le processus, il doit en être informé, même si une autre structure fait. Et l'argent qui est payé, il doit en être informé. Est-ce que cette structuration d'information, de remontée d'information, de condensation d'informations, pour que même après, parce que tous les textes ont certes prévu que les audits vont se faire. Mais on le sait, l'audit, c'est une activité
indépendante, objective, menée par des structures habilitées, mais a posteriori, M. Touré. Et posteriori veut toujours dire qu'en général, on viendra constater le mal est fait et peut-être on peut rentrer certes dans des situations d'appeler les gens pôle économique, des situations d'enclencher des affaires judiciaires avec encore le risque que cela se termine en queue de poisson ou encore que cela n'aboutisse pas du tout. Donc, avant de laisser le mal même se faire, nous pensons que, puisqu'on comprend avec le problème de la pandémie, de la situation exceptionnelle, qu'il faut alléger les procédures. Mais alléger les procédures crée plus de risques. Et en matière de contrôle interne, quand tu crées plus de risques, tu mets encore d'autres mesures pour gérer ces risques. Aujourd'hui, personne, même dans les services techniques, ne peut te dire voilà concrètement ce qui est fait, le montant est à tel niveau et qui gère quoi exactement. Comme je l'ai dit, nous voyons les textes. Mais entre les textes et avoir un visage en face qui peut venir vous donner une réponse claire et adéquate, il y a encore un grand pas. Donc nous recommandons sincèrement aux autorités de revoir la structuration actuelle et surtout de mettre en place un système de remontée d'informations au niveau de l'Institut national de la santé publique, puisque on a donné la coordination nationale à cette structure-là. Donc si on leur donne cette coordination nationale, il faut que tout le monde leur rende compte afin qu'eux, ils aient toute l'information nécessaire. Cela ne veut pas dire que forcément c'est lui qui est en train, disons, de les gérer. Chacun a sa hiérarchie administrative connue, mais juste qu'on mette les informations à leur disposition. Professeur Akore Agiknan, en tant que coordinateur de la lutte contre la COVID-19, pourquoi vous n'êtes pas au courant de la gestion, de comment ces fonds sont gérés? Bon, moi je pense que dans le cas d'une épidémie, il y a deux éléments importants qu'il faut avoir présent à l'esprit. Nous, en tant que médecins, ce qui nous préoccupe, c'est la santé des populations, c'est l'urgence avec laquelle il faut agir, il faut intervenir pour sauver des vies. J'ai toujours dit, pour moi, en tant que médecin de santé publique, les ressources, c'est-à-dire l'objectif, c'est le résultat. Quels que soient les moyens pour mettre en œuvre ce résultat, c'est le plus important, c'est le résultat. Donc, nous autres médecins de santé publique, ce qui nous importe, c'est effectivement que nous fassions tout, nous mettions tout en œuvre pour que les 4 principales stratégies que nous avons élaborées dans le plan de riposte, que ce soit la coordination, la surveillance épidémiologique, la formation et la prise en charge des cas, que toutes ces activités soient mises en œuvre de façon coordonnée et avec tous les différents acteurs afin que nous puissions contenir l'épidémie ou l'arrêter. Donc, tout ce qui est en amont, pour l'organisation financière, budgétaire, pour nous, le résultat, c'est que les moyens sont mis à disposition pour le faire. Mais si les fonds ne sont pas bien gérés, est-ce que toutes ces activités que vous venez de citer peuvent être mises en œuvre? J'ai dit, il y a plusieurs partenaires qui vont intervenir de façon souvent disparate. J'ai eu à le dire le jour où le ministère de l'administration territoriale et les collectivités locales nous a fait appel pour mettre, et ils ont élaboré un plan pour intervenir au niveau des différentes collectivités. J'avais dit ce jour, effectivement, qu'il aurait été intéressant en tant que coordinateur national, parce qu'à la fin de l'épidémie, je suis contraint de faire un rapport moral et financier, eh bien, je ne peux faire que le rapport de ce qui est porté à ma connaissance. Donc, j'avais souhaité en ce moment, au moins que les partenaires qui appuient, au niveau des régions, il y a des partenaires qui appuient directement, ne sont pas informés. Souvent, il y a des choses que je découvre à la télé sans que je ne sois informé. Comme elle a dit, moi, je ne cherche pas à gérer. Je ne cherche même pas à gérer les fonds. Vraiment, ce n'est pas ma préoccupation première. C'est je vais gérer l'épidémie de manière à ce qu'on s'en sorte avec le moins de cas possible. Donc ça, c'est important. Je vais dire que, en tout cas, la transparence, on a tenté vraiment de la mettre en œuvre au sein du ministère depuis le départ. La preuve, je dis, les simples, on a eu la chance d'ailleurs d'avoir la réserve des équipements de protection individuelle de l'épidémie de Ebola. Au départ, c'est avec ça qu'on avait commencé. On n'avait aucun équipement de protection individuelle.
nous avons démarré avec ces équipements-là, avec le reliquat, et ça nous a permis de tenir pratiquement 2 ou 3 mois. À l'époque, c'était à l'aéroport, etc. Mais donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'effectivement, qu'il y ait une structure qui va coordonner. Je suis le président du comité de gestion des crises et des catastrophes, M. Kojek, et là aussi, j'ai dit qu'il est important qu'on soit au courant de ce qui se passe afin de mettre tout en place. Parce que quand nous allons faire le rapport et que des partenaires ont appuyé, par exemple dans la région de Tombouctou, dans la région de Gao, etc., des partenaires vont appuyer directement, eh bien dans notre rapport, cet appui ne va pas ressortir parce que nous n'allons pas en être informés. Donc ce n'est pas une façon de contrôler quoi que ce soit, c'est pour avoir l'information afin qu'on puisse mettre tout en œuvre. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on ne duplique pas. Par exemple, les bavettes, pour la protection. Il a été souhaité, le président de la République, qui dit un Malien, un masque. Donc, il y a des gens qui ont commencé au niveau des régions à avoir des initiatives à fabriquer localement des masques. Où en sommes-nous avec ce projet un Malien, un masque? Donc, bon, je ne sais pas, en tout cas, dans tous les cas, nous avons fait pas mal d'émissions. Nous avons fait une émission à Kaï, nous avons fait une émission à Sikasso, nous avons une mission à Mopti, à Gao, à Kidal. Dans toutes ces zones, effectivement, l'État a mis à la disposition, j'oubliais, on a mis aussi à la disposition de toutes les régions un montant de 130 millions, dont 50 millions pour comment on appelle, les gouverneurs, les gouvernorats, et 80 millions pour les directions régionales. Donc partout où il y a une direction régionale, c'est ce montant qui a été mis en place. Comme il y avait à Kidal, à l'exception de Kidal où il n'y a pas une direction régionale, on n'a donné que les 50 millions. Ça, c'est pour appuyer effectivement la lutte contre la Covid-19. Soit ils doivent faire leur plan pour voir est-ce que comment on appelle, ce sont ces bavettes qu'ils vont financer ou pas. Est-ce que c'est la sensibilisation? Ça appartient à chacune des régions de s'organiser pour financer, n'est-ce pas, un Malien, un masque. D'accord. Toujours par rapport au masque, est-ce que vous pensez aujourd'hui que chaque Malien a eu son masque? Et par rapport à l'achat de ces masques, est-ce que ça profite à l'économie nationale ou pas? Le principe voudrait qu'effectivement qu'on donne du travail aux artisans locaux pour booster un peu l'économie locale. C'est ça le principe. Et comme j'ai vu la plupart des initiatives locales, et quand ils fabriquent ces masques, c'est pour les vendre. Et on a vu aussi, effectivement, l'État lui-même, certains ministères, notamment le ministère comment on appelle, le ministère du Commerce, a fait une certaine quantité de masques. Là aussi, normalement, on doit valider la qualité du masque. Ça a été fait, nous n'avons pas été du tout informés. On les a vus distribués sur le territoire national. Et donc, on ne sait pas ce programme-là du ministère comment on appelle, le ministère comment on appelle, le ministère du Commerce, merci, on ne sait pas à qui c'est allé. Souvent, ça vient dans certaines... Je prends le cas de Tombouctou, par exemple. Ils ont reçu cette quantité pendant que localement aussi, on a donné d'autres masques. Donc ça, j'ai dit vraiment, la coordination à ce niveau ne s'est pas faite. Je pense qu'il y aurait une coordination, si c'est le ministère de la Santé et des Affaires sociales qui s'occupe, même si un département sectoriel a l'initiative de faire des masques, ça doit, en tout cas le ministère concerné doit en être informé et donner le mode de distribution au niveau du pays. Ça évite que certains aient 2 ou 3 fois des masques pendant que d'autres n'en ont pas. Ousmane Gori, quel est le processus de passation des marchés publics par rapport à la lutte contre la Covid-19, bien sûr? Bon, comme j'ai eu à vous le dire, au départ, la Covid-19 ne faisait pas exception à la procédure classique de passation des marchés publics. Mais le 10 juin, il a été adopté un décret qui vise à faciliter les procédures en ce qui concerne les achats liés au Covid-19. Donc, en ce sens, la Direction générale des marchés publics, qui était chargée du contrôle a priori de la commande publique, est sortie un peu du processus, puisque les contrats, désormais, ne viendront que pour numérotation à la Direction générale des marchés publics. Donc, les autorités contractantes gèrent les fonds à leur niveau
ils mettent en place des commissions spéciales de négociation. Ils négocient directement avec les prestataires et voilà, établissent. Est-ce que les prestataires locaux sont priorisés? Oui, forcément, les prestataires locaux sont impliqués, puisque dans le cadre de l'achat des masques que vous avez soulevé tout à l'heure, le ministère de l'Économie et des Finances a signé une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en vue pour qu'elle préfinance l'acquisition de ces masques. Donc, les partenaires avec lesquels la Chambre de commerce travaille sont, entre autres, il y a la Comatex, ce qui est local, il y a l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, aussi qui a bénéficié d'une commande allant dans ce sens. Et voilà, et d'autres prestataires au niveau local. D'accord. Yero Diallo, quelles mesures doit-on prendre, l'État malien doit-il prendre pour éviter des risques de corruption liés à la gestion de cette Covid-19? Merci. Merci. En fait, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu revenir par rapport, n'est-ce pas, rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes. 4 minutes, voilà. En fait, c'est pour dire que déjà, le décret dont on est en train de parler, c'est-à-dire le décret 2020-276 qui traite la procédure de passation des marchés relatifs à la Covid-19, a prévu dans son article 7.5 que c'est le coordinateur et le gestionnaire et le spécialiste en gestion financière qui sont à la fois autorité de conclusion et autorité d'approbation. Donc forcément... Dans les textes, mais dans les textes, oui, c'est l'article 7.5 du décret. Donc il dit clairement que les marchés des travaux, de fourniture de services courants et de prestations intellectuelles des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers sont conclus par les spécialistes en gestion financière et approuvés par le coordinateur du projet. Donc normalement, à partir du 11 juin passé, depuis l'adoption de ce décret-là, et normalement c'est le coordinateur du projet, en fait le coordinateur du truc qui doit être responsable en fait de la passation des marchés relatifs, n'est-ce pas, à la Covid-19. Rapidement, professeur Akori, êtes-vous au courant de cette mesure? Non, pas du tout, et je n'ai même pas envie de prendre cette responsabilité. Je ne suis vraiment pas informé. Je sais qu'il y a eu des facilités pour effectivement... Avez-vous été consulté avant que ces mesures ne soient prises? Non, pas du tout. Je voulais juste dire un mot que nous avons un projet de la Banque mondiale pour financer la maladie à coronavirus. Et dans ce montage-là, effectivement, à travers le fonds REDIS, effectivement, il est prévu des mécanismes avec un contrôle même tous les 6 mois du vérificateur général des différents fonds. Mais ça n'a pas été encore mis en œuvre. D'accord. Solution. Et pourquoi le Mali prend des textes sans informer les acteurs concernés et dont l'application fait défaut? Oui, mais en fait, le texte est récent, ça date pas de 2 semaines. Je crois qu'il y a un besoin, comme vous l'avez dit, d'information. Depuis le 10 juin, on est aujourd'hui le 23. Oui, je dis qu'il y a un besoin d'information et de sensibilisation autour, n'est-ce pas, de ce texte. Même les acteurs de la commande publique, nombre d'entre eux n'ont apparemment même pas le texte encore. Donc il y a un besoin d'information et de sensibilisation autour de ce texte. D'accord. Dernier mot à Mme Diarra Zeynabou Ndiaye. Quelle solution aujourd'hui pour une meilleure gestion des fonds dédiés à la lutte contre la Covid-19? Rapidement. Former les acteurs concernés, informer toutes les parties prenantes, y compris les citoyens, mieux revoir la structuration de qui doit faire quoi et enfin réaliser plus de contrôle avant les audits a posteriori. Merci. Merci beaucoup Mme Diarra Zeynabou Ndiaye, chef de la composante 3 du Mali au niveau du programme d'appui à la gouvernance locale. Yero Diallo était là en tant que spécialiste en passation des marchés à l'OCLEI, professeur Akori Ag-Iknan, directeur de l'Institut national de santé publique et coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 et Ousmane Gori représentait la direction générale des marchés publics. À la régie vidéo et audio, Gagny Kanté et Peting Diarra. Je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le projet Mali Justice et également le programme d'appui à la gouvernance locale financé par l'USAID. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.